Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 39e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, on parle de confiance en soi, d'oser demander de l'aide, d'abattre la procrastination, de sport, notamment de football et de marathon, et aussi de recevoir des critiques. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach, et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, nouvel épisode, 39e épisode. C'est incroyable, hein. J'avais dit cette année que j'en ferais au moins 30 et je pense qu'on va largement dépasser la barre des 50, peut-être même celle des 60, qui sait, en fonction de ce qui arrivera. Parce qu'évidemment, comme j'en enregistre un par semaine et qu'en bonus, il y a ceux que j'enregistre à deux, ça peut aller très vite. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis bien désolé, mais je n'ai pas mis de chemise parce qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Donc je mets des habits amples qui me couvrent une grande partie du corps. Je vis finalement comme les Touaregs me l'ont enseigné. Voilà. J'ai encore plein de choses à vous dire aujourd'hui. Évidemment, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre cette semaine, tout ce qui m'a interloqué, tout ce qui paraît ne pas avoir de rapport avec l'écriture et qui en fait nous apprend plein de choses sur l'écriture. C'est ma nouvelle passion, c'est de tout interpréter pour ma vision. Quelque part, c'est un peu le paradoxe, non? Comment ça s'appelle ce truc? Le syndrome de la voiture rouge? Bref, je sais plus comment ça a un nom, enfin ça a plein de noms j'imagine, hein, comme tous les trucs. Vous savez, c'est ce moment où on parle d'un nouveau mot, d'une nouvelle chose, d'un nouvel objet, et que vous mettez à le voir ou à l'entendre partout. Moi, ça me le fait surtout pour les voitures, c'est pour ça que je me rappelle de ce nom-là. Je sais pas, vous voyez une Clio rouge, et à partir de ce moment-là où vous la remarquez, vous ne faites que voir des Clio rouges. Et bah, c'est un peu pareil d'ailleurs quand on écrit un bouquin ou quand on lit un livre. Les auteurs, et je m'inclus bien évidemment dedans, parfois on fait une fixette sur un mot. Il y a un mot qu'on aime bien. Et après, on le découvre et on a tendance à le mettre un peu partout. Et quand on lit, c'est pareil, hein, parfois on remarque un mot qu'on connaissait pas et on se rend compte que l'auteur l'utilise très souvent. Et parfois, c'est juste parce que c'est un mot cool, quoi. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien découvrir des mots, j'aime bien lire des livres. Je sais pas, vous me direz, vous, hein. Voilà. Moi, j'aime bien lire des livres où il y a des mots que je connais pas. J'ai l'impression d'apprendre des trucs. Et il y a même des moments où je me dis, ah ouais, non, non, mais je comprends ce que ça veut dire. Parce que j'ai la flemme d'aller regarder et d'avouer que je ne connais pas ce mot. Et en fait, voilà, je le connais pas. Je le connais pas. Et je trouve ça génial. Donc, dans mes notes, ça m'arrive de décrire les mots que je connaissais pas et que j'ai appris et que je trouve cool et que je réutiliserai. Vous voyez, ma tasse de café est assortie à mon t-shirt et à l'ambiance d'aujourd'hui d'ailleurs. Pour ceux qui ne me voient pas, on est dans une ambiance désertique, voilà, comme la température dehors. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, côté écriture, je suis en fin de réécriture là, j'en vois le bout. J'ai fait tout à l'heure le calcul après ma session de ce matin. Si j'ai bien compté et que je suis genre focus et déterminé, en théorie, j'ai fini genre jeudi prochain ou vendredi prochain. Allez, on tire sur samedi, dimanche, mais grosso modo dans une semaine et demie, quoi. Et là, vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, je trust fort le process, hein, et je trust fort les retours de bêta lecture que je peux recevoir. Mais j'ai tellement hâte que ça se termine. Je suis dans la phase où là, ça commence à m'agacer de revoir toujours les mêmes choses. Je suis dans ma phase où le perfectionnisme commence à me faire dire ah vas-y, lâche ce bébé quoi. Lâche ce bébé parce que ce qui est impressionnant c'est que
tout est toujours améliorable, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours ajouter un petit détail, tu peux toujours ajouter un paragraphe, un petit mot, retirer des trucs, etc., etc. Mais là, j'avoue que je suis dans une démarche où à un moment, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie, ce livre représente ma fin d'année 2024, début d'année 2025. Il représente le Sam qui écrivait à ce moment-là. J'ai envie que ça se termine, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller découvrir le Sam qui va écrire un nouveau livre, dans un genre différent. C'est pour ça que j'ai envie que celui-là se termine. Je suis extrêmement fier de ce qu'il raconte, je suis extrêmement fier de la manière dont je l'ai construit. Je sais qu'il plaira pas à tout le monde, j'ai beaucoup de débats avec ça récemment, mais, vous savez quoi? Ça me fait une belle jambe. Je suis très content, moi, du résultat. Et ça, finalement, c'est le principal. Je suis totalement aligné avec mon intention. Je vous fais d'ailleurs un petit partage auquel j'ai pensé ce matin. Alors, je vais le mettre plus en détail dans une ressource consacrée à la bêta lecture, je pense. Mais je vous le partage comme ça rapidement. Excusez-moi, je refais une pause café. Ça fait du bien. J'ai remarqué que les 3 points qu'il faut adresser quand on lit un commentaire de bêta lecture, c'est initialement, que représente ce livre pour moi? Initialement, quelle est l'intention que j'avais avec ce roman? Initialement, à qui je m'adresse? Quand on a ces 3 points bien en tête, vous voyez, c'est toujours encore une fois, je rappelle l'acronyme révélateur que j'utilise avec les gens que j'accompagne, qui est très utile dès le début, mais qui est aussi très utile à plein d'étapes. D'ailleurs, je remercie, mince, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais elle m'a fait ce retour justement. Elle, en travaillant, je lui ai passé l'acronyme au- à la fin de sa réécriture, je crois, je sais plus exactement, mais elle m'a dit que c'était très pratique même de se réinterroger sur ça, quel que soit le moment dans le processus d'écriture. Parenthèse fermée, je reviens sur ce que je disais. Quand on répond à ces 3 questions-là et qu'on lit un commentaire de bêta lecture, on est capable de l'encaisser. Parce que sinon, ça devient nébuleux, ça devient fouillis, on sait plus ce qui est du subjectif, ce qui est de l'objectif, ce qui était. Alors je parle pour le bêta lecteur, mais pour nous aussi. On sait plus ce qu'on voulait dire, on sait plus ce qu'on voulait faire, etc., etc. Et en fait, là, il y a des commentaires de bêta lecture qui sont extrêmement pertinents, mais qui servent pas du tout l'intention que j'avais avec le roman. Et donc, je m'imprègne bien de ce que je voulais raconter, à qui je voulais le dire, et pourquoi je voulais faire ce livre. Et là, je me dis, ok, ça, je vais partiellement le mettre, mais pas totalement, parce que sinon ça sert pas à mon intention. Voilà. Donc il y a des commentaires, je dis juste désolé. Désolé, je suis têtu. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que parfois, on lit des commentaires et ça nous donne l'impression que la personne n'a pas compris. Alors sachez une seule chose, c'est que généralement, si quelqu'un ne comprend pas, c'est que vous vous êtes mal exprimé. Voilà. En tout cas, moi je remarque, je préfère prendre les commentaires comme ça. Euh, et souvent c'est vrai. Alors je dis ça de manière un peu provocante, hein. Mais moi je vous explique le processus. Je lis un commentaire comme ça, je dis mais c'est n'importe quoi, vraiment, alors que c'est écrit plus haut, nanani, nanana, voilà. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, je lis en haut, en bas. Parfois ça arrive de dire ah ouais en fait c'est vrai que c'était pas écrit, my bad. Hop. Donc là c'est réglé. Et parfois tu relis et tu dis ah oui, je comprends pourquoi c'est possible qu'on comprenne pas. Et là, tu fais OK, hop, je reformule un petit peu, j'utilise des mots différents, une structure de phrase différente, un truc un peu moins lourd parfois, un truc plus direct, bref. Et là, tout de suite, hop, les petites ailes apparaissent, tu peux décoller tranquillement et t'es content. Mais voilà, quelquefois, t'as quand même ce truc d'ego au début, de dire gna c'est moi le meilleur alors que je suis un génie, comment les gens osent me critiquer. Voilà, je sais plus avec qui j'en parlais. Si c'est dans le podcast avec Manon que vous découvrirez plus tard, mais je me rappelle qu'on avait parlé de ça et c'est un état très paradoxal où tu as envie que les gens te lisent, mais t'as pas envie d'entendre des commentaires de bêta lecture. J'entends dans la bêta lecture, hein. Une fois que le livre est terminé, bon, les gens ont leur avis et bah
c'est un avis comme tout, hein, sincèrement. On s'en fout, il y a des gens qui aimeront pas, il y a des gens qui aimeront, tant mieux. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. D'autant plus que, je le répète toujours, c'est une phrase bateau, mais plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à personne aussi. Donc, quelque part, avoir des détracteurs, c'est aussi un symbole que vous avez réussi à faire passer le message que vous vouliez faire passer. Voilà. Cela étant dit, le site Ose écrire avance aussi. Je suis très content, c'est cool. J'ai tourné plein de trucs pour le site. J'ai encore plein de trucs à faire. Voilà, sincèrement, il y a encore énormément de travail, mais ça va le faire. D'ailleurs, j'ai oublié, j'envoie le petit message que j'avais oublié d'envoyer. Et on peut passer aux parties intéressantes, tout ce que j'ai appris cette semaine qui paraît n'avoir rien à voir avec l'écriture, mais en fait, qui a totalement à voir. Et d'ailleurs, la première que j'avais notée est totalement en rapport à ce que je vous disais juste avant sur les commentaires, etc. Et ça, c'est important de le garder en tête. Quand vous recevrez des critiques très véhémentes parfois, sans aucun fondement ou qui seront juste blessantes, n'oubliez pas que souvent les gens qui critiquent comme ça sont derrière vous à plusieurs égards. Quelqu'un qui est vraiment en avance sur vous. Et je dis pas ça de manière positive ou négative, juste admettons, l'exemple très classique, quelqu'un qui aurait écrit 5 bouquins alors que moi j'en ai écrit que 4, et il est en avance, il a des choses à m'apprendre. Et une personne comme ça, qui est en avance, elle a pas le temps pour faire des critiques débiles. Voilà. Alors ne faisons pas de généralité, bien évidemment, dans un cas comme dans l'autre, mais dans la plupart des cas, ces personnes-là n'ont pas le temps de vous faire des critiques. Donc n'écoutez pas trop les critiques véhémentes de gens qui n'ont rien accompli. Voilà. Voilà. C'est quelque part, c'est un peu comme apprendre à courir un marathon avec quelqu'un qui aurait jamais couru. Voilà. Donc, ça me fait toujours rire de penser à ça, parce qu'effectivement, euh, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, bon, est-ce que tu as vraiment envie de l'écouter? Je suis en train de me dire peut-être qu'il y a des cas, parfois extrêmes, où ça peut être le cas dans des peut-être des situations extrêmement, je sais pas en vrai, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense quand même que, en tout cas, moi, à mon sens, au moment où j'ai voulu commencer à accompagner les gens, à écrire des livres, en fait, je me disais, non mais il faut absolument que j'ai écrit un livre. Et d'ailleurs, tout s'est débloqué le jour où j'ai reçu mon livre. Je lui dis tout le temps ça, mais c'est ça qui m'a vraiment fait dire, ah là c'est bon, je me sens prêt à aider les gens. Et, et voilà. Voilà ce que je voulais commencer par dire. Je reviens 2 petites minutes. Un autre point qui m'a marqué cette semaine, c'est une prise de conscience que j'ai eue en coaching ce lundi. Et on parlait du rapport à la progression avec une des autrices que j'accompagne. Et on arrivait au constat bien évident que tu ne peux pas écrire plus de mots que la veille indéfiniment. À un moment, tu as une impossibilité physique que ça arrive. Donc, quelque part, c'est rassurant. Voilà. Mais ça fait peur aussi, parce que tu as l'impression de plus progresser. Ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, qui est que parfois, c'est intéressant de recadrer notre rapport à la progression. Et là, je me suis rendu compte que l'autrice se focalisait sur l'intensité de la progression, l'intensité de la progression. C'est-à-dire que la valeur qui était observée, c'était l'augmentation du nombre de mots par rapport au jour d'avant. Donc forcément, une bonne progression aurait été 800, 900, 1000, 1100, etc., etc. Alors que, en vérité, si un jour t'écris 1500 mots et que le lendemain t'écris 500, t'es pas en chute, t'es en progression de 500 mots. Et c'est pour ça que moi, les métriques que j'aime bien regarder, c'est le nombre de mots que tu peux écrire par jour et aussi le nombre de mots cumulés. Parce que
quand on a regardé avec l'autrice le nombre de mots cumulés, bah même quand elle en écrivait un petit peu moins que la veille, le total continuait à augmenter. C'est pour ça que les chiffres, c'est bien, mais parfois, il faut prendre du recul ou alors en utiliser d'autres. Ah, on dit toujours on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est comme quand on parle en pourcentage, en valeur brute, en valeur absolue, bref. Les chiffres, quand on a envie de faire passer un message, ils sont très forts. Et donc, parfois, soyons un peu filous, tu vois. Servons-nous-en pour attester réellement de notre progression. Ça, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et aussi d'un autre point, c'est que parfois la progression se mesure par d'autres choses. Pas forcément par des chiffres rationnels et froids. En disant ça, on se focalise énormément sur le côté tête et on oublie le côté cœur et le côté corps. Et quelque part, simplement savoir que tu es en action peut être une progression suffisante. Quelque part, tous les jours, sentir notre passion de l'écriture peut être une mesure de cœur suffisante. Et ça, j'en ai pris conscience, notamment à force de coacher des gens, mais de manière générale, pas spécifiquement pour l'écriture. Dans une séance de coaching, on vise toujours un objectif en séance et on cherche une mesure pour attester de la progression. Étant ingénieur, très tête, quand tu commences, tu cherches toujours une progression un peu tête, de type l'objectif de cette séance, c'est que tu te sentes soulagé sur telle partie de ta vie dans un cas très spécifique. Ok, ce soulagement, pour l'instant, il est à combien sur une échelle de 0 à 10 et à la fin de la séance, t'aimerais qu'il soit à combien? Vous voyez, on met des chiffres sur une émotion pour permettre d'attester une progression. Et en fait, tu te rends compte, et ça je l'ai appris en mentorat, voilà encore une fois, se faire accompagner, c'est super. Clin d'œil, clin d'œil. Je l'ai appris en mentorat et on me disait, tu sais, la mesure, elle appartient aussi au coaché. Donc, il y a des moments, la personne va juste te dire, je vais sentir que je vais mieux. Et là, le rôle du coach, c'est d'être en écoute active. C'est pas de se dire, ok, est-ce que pour moi, coach providentiel, cette mesure me semble bien? Non, il n'y a pas de jugement à apporter sur cette mesure. Si le coaché, tu sens énergétiquement qu'il est accroché à cette mesure et qu'elle va permettre d'attester de la progression de la séance, eh ben c'est nickel. Et ça, c'est un travail du coup que je fais avec les gens que j'accompagne, tu vois. C'est toujours ce rapport à la progression, ce rapport à faire de son mieux, se connecter à sa manière de regarder sa progression. Et, et parfois, ça passe par la passion, parfois ça passe par des chiffres très froids et rationnels, etc., etc. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est une prise de conscience très forte et que je vais ancrer de plus en plus dans l'accompagnement Ose écrire. Parce qu'à mon sens, c'est aussi ça qui se cache derrière écrire ton livre avec ta discipline. J'étais convaincu très vite de ta discipline. Voilà, tu peux pas dire à quelqu'un t'inquiète, écris de 6h à 7h du matin. Oui, mais si la personne elle travaille je sais pas, elle travaille la nuit de 2h à 10h du mat. Frérot, qu'est-ce que tu me racontes de écrire de 6 à 7, tu vois? Ou alors si elle a des enfants et qu'elle les lève à cette heure-là et qu'elle les amène à l'école. Bref, tu vois, ça a aucun sens. Donc ça, j'ai été convaincu tout de suite. C'est ta discipline. On va travailler sur, ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est impératif pour toi? Quand est-ce que tu as du temps libre? Quand est-ce que tu te sens d'écrire? À quel moment tu te sens en énergie, pas en énergie, etc., etc. Mais le côté mesure de progression, je l'avais très froid rationnel et je suis en train de me libérer sur ça, de laisser aussi la, la mainmise au coaché dessus. Tu vois, d'accepter que sa mesure, peut-être que moi je la comprendrai pas. Mais c'est mon rôle, justement, d'être en parfaite écoute. Et voilà, ça c'était une très belle prise de conscience de cette semaine. Autre phrase super intéressante, je suis désolé, c'est totalement décousu, mais qu'est-ce que j'adore ça. Je prends des notes, j'écris juste 2-3 mots et après, putain, c'est génial. J'avais écrit procrastiner est une invitation à se poser les bonnes questions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça je le dois à Raphaël, qui est quelqu'un qui m'a coaché à plusieurs reprises, en groupe ou en indiv. Et il dit toujours quelque chose d'extrêmement intéressant.
autour de cette phrase, la procrastiner est une invitation à se poser les bonnes questions. Par procrastiner, derrière, tu peux y mettre plusieurs choses, hein. C'est le fait, par exemple, d'avoir l'impression de faire des trucs, mais de pas arriver à tes objectifs, ou alors carrément d'être en incapacité de te mettre en mouvement, ou te dire, bon, bah, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, voilà, ça marche pas, et ci, et ça. Et donc, découlant de cette phrase, il dit deux choses toujours très intéressantes. Il dit ce genre de problématique se règle tout le temps en se posant deux questions. Qu'est-ce que je fais en excès et qu'est-ce que je fais pas assez? Voilà. Et une fois que tu as identifié les réponses à ces questions-là, tu creuses. Et c'est là que le coach intervient, tu vois. C'est en creusant sur ces morceaux-là. Je peux, par exemple, citer un exemple que je vais inventer totalement. Je m'excuse d'avance si un moment ça matche pas très bien. Pardon, désolé, euh, j'ai mal de gorge depuis ce matin et donc parfois ça me gratouille là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Par exemple, quelqu'un qui te dirait, je comprends pas, voilà, j'arrive pas forcément à me mettre en mouvement dans l'écriture. Ok, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais pas assez? Bon, bah, assez logiquement, il va te dire, en fait, j'écris pas assez. Ok, qu'est-ce que tu fais en excès? Bon, bah, en fait, je passe beaucoup de temps à créer ma carte, par exemple. Bon, ok, déjà, tu sens un déséquilibre. Donc le déséquilibre de créer sa carte, à la rigueur d'en faire trop, tu vois, c'est pas celui-là que j'irai interroger, j'irai plutôt interroger le fait par exemple de pas écrire. Et là tu dis ok, pour quelle raison tu penses que t'écris pas? Et là tu creuses. Et là c'est difficile de faire un scénario parce qu'en fait là peut apparaître plein de choses. Mais peut-être que ce qui va naître, c'est de dire, ben en fait je suis arrivé à un chapitre et il est extrêmement personnel pour moi. Et j'ai même sauté une question. Peut-être que la première réponse serait, mais en fait, je suis arrivé à un chapitre, je sais pas pourquoi, celui-là, il bloque. Ok, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres chapitres? Bah voilà, dans celui-là, je raconte ci, et c'était facile à écrire, et dans celui-là, je vais raconter ça, mais c'est plus dur. Ok, qu'est-ce que tu mets derrière le mot dur? Bah ça vient toucher une émotion plutôt en rapport avec la tristesse, je pense. Ok, tristesse par rapport à quoi? Bah je sais pas, peut-être que ça vient toucher une émotion très forte parce que ça me rappelle une rupture. Ah ok, une rupture. Ok, ok. Et là tu creuses encore, tu vois. Alors, hop, parenthèse informative. Le coach ne va pas creuser le pourquoi de la rupture ou la guérison de la rupture. Tu vois, là, tu irais plutôt aller interroger, ok, en quoi selon toi c'est difficile d'écrire sur ce sujet et qu'est-ce que cette situation peut t'apporter de positif ou quel levier tu peux trouver pour aller chercher à agir dans le présent. C'est ça la différence coaching psy, simplement. C'est pas, j'allais dire je dirais, mais non, pas du tout, c'est comme ça. Le psy va guérir le passé, le coach va t'amener dans le futur et ne guérit pas le passé. C'est pour ça d'ailleurs, soit dit en passant, parce que c'est vrai que j'en parle assez souvent, ça a été le cas pour moi, le combo coach-psy est extrêmement puissant. C'est un délire parce que tu as l'impression de passer dans une espèce de super machine à laver et d'être propulsé extrêmement fort parce que en étant en action dans le futur avec le coaching, tu es par la même occasion en train de régler tous les problèmes que tu pouvais avoir dans le passé, de les guérir et donc d'en tirer tous les leviers qui te permettent de te propulser encore plus fort. Ça serait l'équivalent de dire, en fait, tu fais pas un plus un, tu fais genre 1 plus un et, enfin, pardon, tu fais pas 1 plus un égale 2, tu fais genre 1 plus un égale 10 000, quoi. Et c'est extrêmement puissant. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie de coach psy. Donc je ferme cette parenthèse-là. Je reviens sur qu'est-ce que tu fais en excès, qu'est-ce que tu fais pas assez. Tac, big up à Raphaël si tu passes par là. Ce sont deux questions très puissantes pour régler les questions de procrastination de manière générale. Et même en vrai, faites l'exercice. Un truc qui vous pose problème dans votre vie, répondez à ces questions. Voilà. Et creusez, affinez, tu vois, affinez. Et là, c'est vraiment, je vous jure, parfois c'est un miracle, hein. Et ça met en lumière des trucs. Bon, enfin, vous me direz, c'est le coaching en fait. Ça met en lumière des trucs. Tu te dis, mais putain, c'est fou que j'y ai pas pensé avant. Mais bon, c'est le rôle d'un coach de t'apporter un regard nouveau sur une situation qui est la tienne, donc tu la connais, tu vois. Juste parfois, on met des œillères ou des lunettes de soleil ou des lunettes avec des polarisations différentes qui fait qu'on voit pas certaines choses. Et le coach est là pour te recadrer. On appelle ça un recadrage d'ailleurs. Bref, voilà. Voilà pour cette partie sur la procrastination qui est, c'est passionnant.
Franchement, c'est passionnant. Et toutes ces histoires de coaching, moi, ça me passionne. C'est incroyable. Le pouvoir des questions, tu vois, justement, par rapport à ces recadrages. Comment les gens arrivent à un moment, poif, tu prends du recul, tu t'avances, tu zoomes, tu dézoomes, tu te décales. Bref, c'est génial. Euh, ouais, alors ça, c'est génial aussi. Ouais, je vais parler de ces deux choses-là. Ça fait combien de temps que je parle là? 20, euh, 25 minutes, non? Attendez, hop. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Pardon, je me suis penché, je sais pas, en fonction de comment je zoome après, ça dépend. Mais il y a deux choses il y a deux choses dont j'avais envie de parler, pardon, je commence à être complètement à sec. D'ailleurs, oui, en parlant de ça, petite gorgée de café. Alors, hier, enfin, je vais vous raconter une histoire qui, qui est très puissante à mon sens. Et là, c'est tout le rapport au symbolisme et où trouver l'énergie pour faire les choses, je dirais. Hier, je vais au sport et je croise un pote que j'ai pas croisé depuis longtemps. Ça me fait grave plaisir, on discute un peu. J'étais dans l'espace street workout, pas lui, et il me raconte qu'il faisait les jambes. Et tu vois, ouais, on discute et je lui dis, putain, c'est vrai, t'as raison, faire les jambes, ça change parce que en vrai, quand tu t'entraînes en street workout, genre, t'as pas envie de faire les jambes pour une seule raison. C'est que plus tes jambes sont musclées, plus elles sont lourdes et comme tu travailles qu'avec ce qu'est ton corps, bah plus t'es léger, mieux c'est. Euh, donc tu travailles pas les jambes. Mais il me dit, tu vois, et il a raison, et c'est vrai que parfois ça me manque, c'est que les jambes, c'est une fatigue différente. T'es vraiment à la fin, tu te sens, putain, tu te sens lourd, tu te sens, je sais pas, il y a un truc de puissance qui se dégage, tu vois, quand tu bosses les jambes. Même si tu soulèves pas, moi j'ai jamais soulevé très lourd en faisant les jambes. Euh, ça me faisait toujours marrer parce qu'il y avait toujours plein de gens euh, qui pensaient que je faisais d'autres exos parce qu'en fait, au squat, j'ai jamais soulevé très lourd. Mais bref, moi, ça me faisait plaisir. Et donc, il me raconte ça et je lui dis, ouais, en vrai, je me suis inscrit au marathon, il faudrait que je me remette à bosser les jambes ou à minima que je me remette à courir. Voilà, premier indice, tu vois. Et hier, ce qui se passe aussi, c'est que j'enregistre avec Oran, du coup, et à un moment, elle me fait ce parallèle, tu vois, avec le sport et l'écriture. Elle me dit, ouais, l'écriture, sincèrement, c'est vraiment comme le sport. Il y a un truc de persévérance, il y a un truc de résilience, il y a un truc de s'accrocher et de jamais lâcher. Et j'acquiesce évidemment très fort, tu vois. Et là, j'ai vraiment une prise de conscience forte à la fin quand on raccroche. Je me dis, mais putain, c'est vrai, elle a tellement raison. Et je me suis inscrit à un marathon et j'ai toujours rien fait. Et je repense en plus à la discussion que j'avais avec mon pote à la salle. Et là, je me dis, non, c'est bon là. Hop, on a trop attendu. On va courir. J'ai enfilé mes chaussures de course. Je vous jure que ça faisait plus d'un an et demi que j'avais pas couru. C'était hallucinant. J'ai mis mes chaussures. Hop, je suis allé dans le parc le plus proche. J'ai fait des tours du parc. J'ai mis genre un timer de une demi-heure. Hop, je l'ai rangé dans ma poche et j'ai couru jusqu'à ce que ça sonne. Et il y avait des moments, j'étais là en mode, putain, j'aimerais bien que ça sonne, tu vois. Mais mais j'ai attendu, quand ça a sonné, je suis rentré, j'étais giga content. Ce que j'ai envie de vous raconter avec cette histoire, c'est que les gens sont extrêmement inspirants. Les gens sont de l'énergie. Les gens vous apprendront énormément de choses. Et c'est encore plus valable. Alors ça marche très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le parallèle course-écriture fonctionne très bien, parce que ça paraît être des choses solitaires, mais ça n'a pas besoin de l'être. Vous êtes entouré de plein de gens qui écrivent, vous êtes entouré de plein de gens qui lisent. Parlez-en avec eux, échangez avec eux, vous verrez à quel point c'est puissant. Voilà. Et, et c'est là que derrière naît aussi ce truc, se dire, n'en faites pas une aventure solitaire. Et quelque part, et je le dis de manière peut-être un peu brutale, je m'excuse, ma volonté n'est pas de blesser, mais de quelque part vous faire prendre conscience d'eux. Parfois, n'ayez pas l'ego de penser que justement vous pouvez réussir dans cette aventure en solitaire. Voilà.
Parce que, en faisant ça, vous acceptez le risque de ne peut-être pas arriver au bout. Sauf que c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve? C'est d'arriver au bout et de réaliser ce rêve, ou d'arriver au bout tout seul? La vérité, c'est que c'est toujours la première option. Voilà. Et ça reste un exercice solitaire. C'est-à-dire que ça n'enlèvera jamais la valeur de la tâche que vous accomplirez. Et ça, c'est genre crucial. Et ça vous fait gagner tellement de temps. Et je passe souvent, tu vois, avec les gens que j'accompagne, il y a cette phase au début où en fait ils se disent non mais en fait je peux y arriver tout seul. Et sauf qu'en fait quand on commence à travailler ensemble, ils se rendent compte que moi j'ai pas de secret, j'ai pas de formule magique, je suis pas Panoramix. Donc t'inquiète pas que tu vas devoir travailler. T'inquiète pas que tu vas devoir travailler. Juste, je vais te donner le cadre et l'équipement pour que tu sois sûr d'arriver au bout. C'est ça la vraie différence. Ça serait l'équivalent d'aller voir, avant de se mettre à courir un marathon, un coach qui te donne un plan d'entraînement, pourquoi pas un plan de diète, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Ça serait l'équivalent d'aller à Decathlon et de dire ok, je me mets à courir, j'ai envie de le faire dans les meilleures conditions. Je vais éternuer, pardon. Merci. J'ai envie de le faire dans les meilleures conditions. Donnez-moi des bonnes chaussures, un bon t-shirt, un bon short, des bonnes chaussettes, une bonne casquette, des lunettes de vitesse parce qu'apparemment c'est la mode en ce moment. Et foncez. Voilà. Ouais, putain, franchement c'est un message trop important. Je me lasserai jamais de le répéter. Et d'ailleurs je vais peut-être encore une fois le répéter. Dans cet acte solitaire qu'est l'écriture, ça ne veut pas dire que vous devez travailler en vous enfermant sur vous-même. Et même si vous vous faites aider par quelqu'un, et attention, que ça soit gratuitement ou de manière avec un échange de monnaie, tu vois, putain, j'ai pas le mot gratuit ou payant, bah oui, payant en fait, voilà, j'étais en train d'inventer le mot payant. Que vous vous fassiez aider de manière gratuite ou de manière payante, ça n'enlèvera jamais rien à l'ampleur de la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Ça n'enlèvera jamais rien à la saveur qu'aura votre rêve. Et voilà. Ça me semble être un message absolument crucial. Et une dernière chose, et ça vient de ce matin, j'étais au sport et un podcast que j'écoute avec un amour des plus totales. Pardon, Ah oui, voilà, c'est là. Un des podcasts que j'écoute avec un des amours, vraiment, mais je kiffe, c'est les Zach en roue libre, notamment des sportifs. Et en ce moment, Zach, franchement, big up à lui parce que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment incroyable. Et il reçoit des joueurs de foot absolument exceptionnels. Et là, ce matin, j'écoutais l'épisode qu'il a tourné avec Eden Hazard, qui est franchement un des plus grands joueurs des années 2010, quoi. Enfin, c'est vraiment avoir la chance d'entendre un joueur parler comme ça en français pendant quasiment, je sais plus de 2 heures là. C'est vraiment, vraiment génial. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans cet épisode. Alors, je commencerai par dire que il y a des choses qui me marquent énormément toujours dans ces épisodes parce que les parallèles entre le sport et le reste de la vie de manière générale, et encore plus avec l'écriture, sont très, 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 très puissants. Et donc, c'est hyper inspirant. Il y a plein de valeurs, tu vois, la valeur travail, la valeur persévérance, le rapport à la chance aussi. Il existe, mais quelque part, travaille 3 fois plus et t'inquiète que la chance, peut-être que. Et à un moment, il parle de la confiance en lui. Il parle d'une saison où il avait plus confiance. Et à ce moment-là, le conseil qu'il donne, c'est de dire joue simple. Fais des trucs simples et faciles. Te mets pas à tester des frappes que t'as jamais testées, te mets pas à tenter des roulettes que t'as jamais tentées, parce que t'as pas confiance en toi. Et t'as de grandes chances d'échouer. Joue simple, petite passe, petit tir que tu connais déjà. Et il dit, tu vois, remets-toi-y comme ça, petit à petit, des petits trucs tranquilles, pas après pas. Et à un moment, tu vas faire un truc que t'avais pas prévu, qui va être cool. Et là, paf, petit gain de confiance en soi.
Et j'ai trouvé ça m'a touché profondément parce que l'écriture, c'est ça. On commence, et même parfois, même quand on a beaucoup écrit depuis très longtemps, qu'on a plein de bouquins, il y a des moments où on n'a pas confiance en nous. Ça ne veut pas dire que ça a disparu et que ça reviendra jamais. Par contre, on peut s'interroger sur comment aller la récupérer, comment aller l'améliorer. Et toujours ce truc des petits pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'amener vers? En écriture, ça serait de se dire, ok, j'ai vraiment pas confiance en moi pour écrire ce premier chapitre. Ça me terrorise. Bah vas-y, viens, 1, 2, 3, dédramatisons la situation. Viens, on va écrire sur un truc qui a rien à voir. Viens, on prend un thème aléatoire et sans réfléchir, on écrit un truc. Tu fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un jour, le 4e peut-être, t'écris un truc exceptionnel. Là, confiance, tu dis putain, mais en fait, je suis un putain de génie. Et baf, là, tu peux aller écrire ton premier chapitre. Et tu vois, t'auras gagné la confiance suffisante pour aller faire ce truc qui compte vraiment pour toi. J'ai trouvé ce message absolument passionnant, vraiment très touchant. Je me devais de vous le partager. Voilà. Écoutez, j'ai balayé à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si vous avez entendu, et je terminerai sur ça, mais Voltaire, dernièrement, ronflait. Voilà. Preuve en est, s'il en fallait, qu'il a très chaud aujourd'hui et qu'il vit sa meilleure vie sur le carrelage. Et je le mouille de temps en temps, voilà, pour qu'il se rafraîchisse. Et il est trop mignon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il est vraiment trop mignon. Voilà. Sur ce, les amis, écrivez bien. Voilà. Je sais qu'on est au mois d'août, mais le meilleur moment pour commencer et oser écrire, c'est probablement aujourd'hui. Voilà. Et même, je pourrais dire de manière très provocante, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça et j'ai trouvé ça génial. Le meilleur moment, c'était hier. Mais le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. J'adore. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à très vite, mercredi, pour un épisode avec... ça sera une surprise. Avec un épisode en duo. Et puis dimanche prochain, pour un autre épisode, moi tout seul, qui déblatère des trucs, etc., etc. Vous verrez, sur cette fin de mois d'août et ce début du mois de septembre, vous allez être gâtés. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite.